Merci. Donc effectivement, je vais vous faire un retour d'expérience sur comment nous, chez ADO, on est passé de la galère des setups locaux au dev conteneur et donc notre retour d'expérience là-dessus. Donc déjà, je me présente, donc c'est Thomas, je suis développeur advocate chez ADO. Donc ADO, qu'est-ce que c'est? Ça parle pas forcément. Par contre, toutes les marques qui y a en bas, si je vous parle de Leroy Merlin, Bricoman, Weldom, etc., ça parle déjà plus. Donc en fait, ADO, c'est le groupe qui contient toutes ces marques et nous, notre but, c'est de rendre la vie des habitants le plus positif possible et on peut continuer à builder du software, forcément pour nos marques, nos BU, etc. Donc tout d'abord, on va commencer par une petite histoire. Donc il était une fois un développeur en 2026 qui doit le matin commencer à travailler sur une code base qui va être en Java. Et donc bon là ça va, le Java c'est son langage de prédilection. Donc il a tout qui est configuré sur son poste, il a ce qu'il faut, il a son Spring Boot, il a son Maven, il a son Gradle ou plein d'autres choses. Puis il peut travailler. Puis l'après-midi, on va lui demander d'aller vérifier un déploiement sur le cluster Kubernetes ou d'aller vérifier par exemple du code front en React, sauf que là il lui faut NPM ou alors il lui faut un CLI qu'il n'a pas installé pour pouvoir les débugger sur Kubernetes. Donc en fait on se rend compte que en 2026 le développeur il commence à avoir de plus en plus de langages à devoir maîtriser, de technologies et d'outils. Là où avant il y a encore 10 ans, même si je suis jeune, je suis quand même vieux dans le développement. Moi, il y a 10 ans, on est dans une entreprise, on n'avait qu'un seul langage, c'était facile. On configurait le poste le jour où on est arrivé, et puis on était tranquille tout le temps du déroulé. Maintenant, c'est plus trop le cas, donc c'est un peu frustrant. Et est-ce qu'il y a des gens dans la salle reconnaissent un peu ce scénario-là de devoir jongler de technologies au cœur de la journée ou même au sein d'une même semaine? Ça va, vous me rassurer, parce que sinon, je vais dire, on peut s'arrêter là. Bon, puis après, ce qui est bien aussi, c'est si vous avez de la chance dans vos équipes de pouvoir avoir des nouveaux arrivants, il faut les onboarder aussi sur la stack technique. Et quand il y en a plusieurs, c'est compliqué. Alors, nous, on est quand même une équipe sympa, c'est qu'on a une documentation qu'on a mis sur Confluence, ou peut-être un readme obscur dans le repo GitHub. Et donc là, on va onboarder Régis aujourd'hui. Donc Régis, il arrive, puis il est content, il est sa première journée chez nous, et il se dit « Waouh, c'est cool, je vais faire plein de choses chouettes chez ADO, je vais apprendre plein de choses ». Il me dit maintenant configure ton poste. Donc déjà, il va commencer à télécharger ce dont il a besoin. Jusque-là, ça va. Puis après, il va devoir commencer à configurer. Bon, il configure de façon générique parce que Régis, voilà, on a pris un nouveau développeur Java, il connaît bien Java Spring Boot, il commence à mettre. Puis on a oublié de dire à Régis qu'en fait, on avait un système d'authentification dans notre entreprise pour pouvoir aller télécharger les packages. Bon, ça, il ne peut pas le savoir. Du coup, il a des erreurs soit de version, de téléchargement. Enfin bref, il y a plein de choses qui vont pas et donc Régis, il commence un peu à s'agacer, il comprend pas trop. Et puis là, Régis, il commence à demander de l'aide à ses nouveaux collègues. Il dit mais les gars, je comprends pas. J'ai pris le projet, j'ai lu le README, j'ai lu la doc, j'ai tout installé et ça marche pas. Ah bah ouais, c'est normal. On n'a pas mis à jour la documentation. En fait, il faut utiliser telle version de Java ou telle version de Python ou de Node.js pour que ça marche. Et personne ne l'avait documenté. Donc en fait, Régis, il pouvait encore galérer un bon moment avant de pouvoir s'en sortir. Donc, ce qu'il faut retenir de nous, donc le poste de développeur advocate chez ADO et de comment on essaye d'aider les équipes à enlever cet irritant, c'est que nous, notre but, c'est d'aider les développeurs à faire ce qu'ils savent faire le mieux, c'est-à-dire résoudre des problèmes et construire des produits digitaux de qualité. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que nos développeurs ils passent du temps inutile à devoir configurer leur poste de développement, puisque c'est du temps qui est perdu. Il faut qu'il soit le plus efficace possible, surtout sur des stacks mouvantes qui bougent de plus en plus au quotidien. C'est pas entendable. Alors du coup, comme beaucoup au début, pour pouvoir installer les postes, on a scripté. Donc on a fait des scripts. Donc on avait un script qui allait installer par exemple Brew, le package manager qui est connu sur macOS mais qui marche aussi sur Linux, Homebrew, pour pouvoir ensuite installer les utilitaires. Donc on va venir installer Java, on va venir installer par exemple SDKman parce qu'on a besoin de gérer plusieurs projets, plusieurs versions de Java, parce que tous les projets n'ont pas la même version de Java. Et puis pareil pour si je fais du Node.js, on va venir installer Fast Node Manager par exemple. On va venir aussi potentiellement lui installer Docker parce qu'on a des prérogatives d'entreprise. Puis on va lui pousser des scripts qui vont venir aussi rajouter l'authentification. Donc nous, on utilise JFrog Artifactory pour pouvoir gérer nos dépendances. On va lui mettre en place cette authentification. Et donc tout ça, ça a un coût derrière, c'est que il faut quelqu'un pour les maintenir. Et on connaît tous un peu l'adage de you build it, you run it. Donc j'ai été le premier chez ADO à mettre en place ces scripts d'installation à l'échelle, j'entends, pas au sein des équipes, mais à l'échelle de l'entreprise.
Donc forcément, quand ça plante, c'est pour ma pomme. Et je ne peux pas connaître. ADO, on a énormément de personnes dans le groupe, on a plus de 2000 développeurs, avec plein de stacks techniques différentes et plein de projets différents. Moi, je ne peux pas connaître toutes les stacks techniques et je ne peux pas scripter toutes les installations de poste possibles. Du coup, la solution qui est venue par rapport à ça, c'est le dev conteneur. Et en fait, le dev conteneur, qu'est-ce que c'est? L'idée, elle était partie assez bête, mais maintenant, dès qu'on déploie notre code en production, on en fait une image Docker. Et cette image Docker, on la déploie et on sait qu'à chaque fois qu'on va la redéployer, ce sera toujours la même chose. J'aurai toujours mon code que j'aurai buildé dedans de telle façon, j'aurai toujours les librairies que j'ai eu besoin d'installer pour que mon applicatif y tourne, mes librairies système de mon noyau Linux si j'en ai besoin, ou plein d'autres choses. Donc l'idée derrière les dev conteneurs, c'était de se dire, si ça marche pour les applications que je build et que je peux déployer en production, ou que je peux déployer sur des environnements, pourquoi je ne pourrais pas faire la même chose pour mon environnement de développement? C'est comme ça que la spec elle est née du côté de Microsoft. Et donc maintenant, on est aussi capable d'utiliser la puissance de Docker pour reconstruire des environnements reproductibles de développement. Donc on va d'abord voir ensemble qu'est-ce que c'est un dev conteneur, qu'est-ce qu'on a fait chez ADO, en live comment ça fonctionne, et puis un peu dans le futur, qu'est-ce qu'on va faire ensuite avec ces dev conteneurs chez ADO. Alors tout d'abord un dev conteneur, donc j'en ai un peu parlé au niveau de la création, donc ça reste une image Docker. Donc c'est-à-dire que tout ce que vous pouvez faire avec Docker, vous pouvez le faire dans un dev conteneur. Bon, si là je dis à tout le monde, j'ai pris l'environnement de dev, je l'ai mis dans une image Docker et puis vas-y tu peux travailler, il manque quelques trucs. J'ai pas mon IDE habituel. J'ai pas mes outils du quotidien, mes extensions. Si par exemple j'utilise VS Code ou IntelliJ, j'ai pas mes repères. Elle est un peu loin à l'époque où on s'amusait à développer sous VI ou sous Vim ou sous NeoVim. Enfin, il y a peut-être encore des gens dans la salle qui utilisent NeoVim, mais généralement on aime tous bien notre IDE, même si avec l'IA, on se rend compte que vu que c'est elle qui travaille et qui génère le code, on retourne tous sur le CLI, mais c'est pas vraiment encore comme ça. Du coup, globalement, comment ça fonctionne? Dev conteneur, avec la magie de Docker, c'est que vous êtes sur votre poste local, vous allez ouvrir votre IDE, vous allez lancer l'image Docker, et en fait, donc, la feature est supportée par VS Code et IntelliJ. On va créer une connexion remote donc, entre votre image Docker et votre IDE, et en fait, vous n'avez même pas l'impression que vous n'êtes pas en local pur, c'est-à-dire que vous êtes vraiment dans une image Docker qui va tourner sur votre poste, ou qui pourrait tourner ailleurs, on verra ça plus tard. Et dans ce container, vous pouvez mettre tous les runtime dont vous avez besoin, un runtime Go, Node.js, Java. Bon, alors si vous avez besoin de 5 ou 6 runtime, je me poserai des questions sur l'architecture de votre projet technique, mais c'est un autre débat. Et globalement, c'est quoi la différence qu'on s'est rendu compte entre le scripting et le dev conteneur? C'est surtout la reproductibilité. Comme je vous disais en préambule, le scripting, la reproductibilité, elle est faible. C'est-à-dire qu'on peut avoir une idée globale de comment installer Java sur un poste, de comment installer Node.js sur un poste, ou comment installer un CLI sur un poste pour les développeurs, mais on n'est pas dans toutes les problématiques techniques de chaque équipe. Alors que le dev conteneur, l'avantage c'est que vous pouvez le versionner dans le code et c'est l'équipe qui va le maintenir. Donc c'est elle qui connaît aussi les évolutions qui vont être apportées à la propre stack technique du projet. J'ai besoin d'un nouveau CLI, j'ai besoin d'une nouvelle techno, j'ai besoin d'enlever une techno parce qu'on a fait une migration, et tout ça va pouvoir être géré dans le dev conteneur. L'isolation aussi, le scripting c'est nul, c'est-à-dire que malgré qu'on a fait des scripts qui peuvent s'installer sous Windows, sous Mac ou sous Linux, je ne maîtrise toujours pas le poste en lui-même, l'environnement de travail. Est-ce que c'est la dernière version de Windows? Est-ce que c'est la dernière version de macOS? Quel est le noyau Linux? Quelle est la version Linux? Est-ce que ça va être une base Debian? Est-ce que c'est une base Fedora? Il y a plein de choses qu'on ne maîtrise pas. Alors que le dev conteneur, l'isolation est vraiment complète puisqu'on a créé une image Docker qui va être bien sûr capable d'être tournée sur l'architecture. Donc en plus maintenant avec les Mac, on a la partie ARM ou le x86. Mais c'est complet, c'est-à-dire que l'environnement qu'on va venir créer dans ce dev conteneur, on est sûr qu'il va être reproductible et complètement isolé du reste et ne pas entrer en problématique avec ce qu'il peut avoir sur le poste. La maintenance, comme je disais, moi ça m'a permis d'éviter de continuer à faire de la maintenance centralisée pour la partie scripting. Et donc là, avec le dev conteneur, comme je disais, c'est décentralisé et versionné directement dans le projet. Et l'onboarding, il n'y a pas vraiment de gain par rapport à ça. C'est-à-dire que si vous voulez faire l'essai, vous donnez à un nouveau développeur les scripts d'installation, si vous les avez bien faits et que tout fonctionne, dans le cadre où vous n'avez pas d'effet de bord, ce sera aussi rapide que de lancer un dev conteneur. Donc il n'y a pas de différence là-dessus.
Du coup, chez ADO, qu'est-ce qu'on a fait pour pouvoir centraliser les dev conteneurs? Parce que bon, l'idée, c'était pas non plus d'aller voir toutes les équipes et de leur dire bon, voilà, les dev conteneurs, c'est génial, ça vous permet de faire un environnement de développement reproductible. Comme je le disais, on a aussi des complexités d'entreprise. On a notre registry privé pour aller chercher des dépendances ou pour aller télécharger des images Docker. On a plein de spécificités d'entreprise. On voudrait installer des CLI, etc. Donc pour pouvoir faire ça, nous, on a créé un repo central qui est accessible à tout le monde. Et je vous le montrerai juste après. Où en fait, n'importe qui peut découvrir des starters de dev conteneurs qui vont fonctionner donc, sur les stacks connus chez ADO. Et donc en fait, ça va être une première base où on sait qu'on va avoir géré dedans l'authentification, on va gérer l'installation des différentes technos dont il y a besoin. Et après, les équipes de cette base, elles peuvent venir enrichir avec ce qui va les intéresser. Donc c'est là où, si les dieux de la démo sont avec moi, je vais pouvoir vous faire ça. Sinon, pendant peut-être 15 minutes, on se regarde dans le blanc des yeux. Mais on va prier pour que ça marche. Hop. Bon, alors, dans le fond, est-ce que vous voyez bien ou est-ce que vous voulez que je zoome encore? Désolé, je peux pas... Si personne se plaint, c'est que ça va. Allez, j'y vais. Donc là, ce que je vais vous présenter, c'est d'abord notre repo donc avec les scripts d'installation. Donc je vais vous montrer par exemple les scripts. Donc là, hop, par exemple, on a un petit script qui va nous permettre d'installer Homebrew. Et donc dedans, oui, c'est du bash. Vous pouvez me juger si vous voulez, mais moi j'aime encore bien faire du bash malgré tous les langages qui existent. Donc voilà, c'est du bash qui va venir installer là par exemple Homebrew. Et puis on va retrouver la même chose pour du Java. Comme je vous disais pour Java, là on a un script bash qui va venir configurer l'authentification avec notre Artifactory. Enfin, le code n'est pas important, c'est surtout la méthode ici que je vais vous montrer. Et si je bascule, qu'est-ce que ça nous permet de faire? Donc moi, je suis principalement un développeur Node.js. Donc, alors, bon, vous ne voyez pas les commandes, mais je lance un script bash. Et donc là, on va voir ça dérouler. Et il y a aussi, pour vérifier que le poste du développeur est toujours fonctionnel, admettons, pour l'instant, vous voyez, notre registry JFrog, on tape sur telle adresse. Peut-être qu'un jour, on va changer d'adresse, on va changer de domaine. Et on a aussi des scripts de tests qui sont poussés dans ce repo pour pouvoir vérifier que ma configuration de poste, elle est bonne. Donc ça, c'est autant utile pour les nouveaux arrivants quand ils vont devoir installer la stack technique, mais aussi pour quelqu'un qui est déjà là et qui aurait pu rater, parce que forcément, il avait installé Java il y a 2 ans. Il n'est pas au courant parce que ce n'est pas son langage de prédilection. Il veut tester pour voir parce qu'il doit rebosser sur un projet Java. Ça fonctionne toujours. On a ce petit script-là qui va lui dire que ça fonctionne. En vrai, ça en jette, non? Ça a une gueule de test unitaire comme n'importe quel langage et c'est du bash. C'est beau, non? Bon, tant pis, excusez-moi, je voulais vendre. Bon, du coup, suite à ça, c'est cool, c'est un repo dans GitHub. ADO, on est une organisation, on a énormément de projets. Donc, pour aller trouver le repo, ça peut être quand même assez compliqué. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a une plateforme d'onboarding. Hop. Tada. Donc là, je vous ai directement ouvert la page. Donc, pour en savoir plus sur cette plateforme d'onboarding, je me fais de l'autopub pour venir cet après-midi à 16h30 dans l'amphi pour vous expliquer plus en détail. Mais globalement, on a un système d'onboarding chez ADO qu'on a mis en place et on a créé notre propre solution. Et donc dedans, on va pouvoir retrouver les scripts que je vous ai montrés. Et aussi, pour ceux qui ne voudraient pas passer par les scripts, parce qu'il y a des gens qui n'ont peut-être pas confiance en mon travail, les différentes documentations qui vont pouvoir permettre d'installer Node.js sur son poste, Python, Maven, Docker, etc. Et plein d'autres choses. Bon, comme je vous ai dit, les scripts, c'était cool, j'ai maintenu ça pendant un moment, mais moi, j'ai pas envie de maintenir, je suis un petit peu feignant, et puis il y a trop de développeurs dans la boîte. Donc maintenant, on va aller regarder les dev conteneurs. Donc les dev conteneurs, c'est la même chose aussi. C'est-à-dire que là, on a créé un repo, donc je vais vous en parler, c'est notre fameux starter. Hop, je pensais que c'était moi, mais non, c'est sur l'écran là-bas qu'il faut mettre un petit mot de passe pour la transcription. Donc dedans, ce qu'on va retrouver, déjà... Ça paraît tout bête, mais un README qui explique de nouveau ce que c'est le dev conteneur, comment ça fonctionne. Voilà, je ne vais pas entrer en détail. Puis de toute façon, c'est la propriété d'ADO, donc je ne peux pas trop montrer de code, même s'il n'y a rien de sensible. La blague, elle ne vous a pas fait rire du tout, quoi. C'est pas grave. Donc là, on va regarder la partie Java. Je vous montrerai dans l'idée après, mais qu'est-ce qu'on va retrouver dans un dev conteneur? C'est ça qui va être important. Donc, on peut avoir un fichier d'environnement, mais surtout, on peut avoir son propre Dockerfile. Mais je reviens après dessus. On va d'abord aller regarder ce fichier-là, on y repassera dessus. Donc un dev conteneur, c'est une spécification, donc c'est un JSON. Je vais peut-être zoomer un peu plus
Hop. Et dedans, ce qu'on va retrouver, donc, bon, on va donner un nom à son dev conteneur, vous l'appelez comme vous voulez. Vous voyez qu'ici, j'étais très créatif. Lui préciser la source qui va permettre de builder l'image Docker. Donc, ça peut être soit directement, vous pouvez passer une image Docker qui va exister, soit vous pouvez passer un Dockerfile. Donc, je vais montrer en détail après le Dockerfile. Et dans le dev conteneur, on a une notion de features. Donc, ces features, ça va vous permettre de partir d'une image Docker de base et de venir l'enrichir avec ce dont vous avez besoin. Donc là, par exemple, il y a peut-être des chances qu'à un moment donné, chez ADO, on a envie de lancer une base de données en local Postgre ou Mongo et qu'on veut faire du Docker Compose, parce qu'on a besoin de débugger. Donc je vais pouvoir ajouter la feature de Docker in Docker. Donc le Docker in Docker, pour entrer brièvement dedans, ce que ça va faire, c'est ça va lancer une image Docker au sein d'une image Docker. C'est du Dockerception. Vous pouvez faire aussi du Docker out Docker, mais je ne suis pas là pour parler de Docker aujourd'hui. Ce qui va être intéressant, par contre, c'est sur la feature Java. Vous voyez, au lieu de moi maintenir un script qui va permettre d'installer Java, et puis de savoir après s'il faut Maven, s'il faut Gradle, et puis dans quelle version, etc. En fait, chaque feature va aussi vous déployer une spec, donc vous déclarez dans le format JSON, et vous pouvez venir choisir votre version. Vous pouvez choisir, donc là, sur la feature Java officielle, est-ce que je veux du Gradle, est-ce que je veux du Maven, et vous pouvez aussi enrichir avec plusieurs stacks. Là, je veux du Node.js en plus, parce qu'on a des projets Java chez ADO qui a une petite partie front-end pour pouvoir builder des CSS ou des JS. Donc, on fait cette partie-là. Et vous avez aussi une partie customisation. Alors, pour IntelliJ, je ne suis pas replongé dedans, mais là, sur la partie VS Code, vous pouvez aussi lister des extensions. Donc, quand je vous parlais d'environnement de développement reproductible, c'est-à-dire que quelqu'un qui vient d'arriver, qui veut travailler sur le projet, je n'ai pas non plus à lui dire « oublie pas d'installer telle extension, oublie pas d'installer l'extension Sonar, oublie pas d'installer je ne sais quoi qui est utile dans votre quotidien ». Donc, vous pouvez aussi venir lister les extensions de VS Code. Donc là, il suffit de récupérer l'ID de l'extension. Et vous pouvez aussi pousser des settings, par exemple de terminal. Donc nous, on a dit qu'on voulait utiliser ZSH. Comment on voulait est-ce qu'on voulait formater automatiquement par l'éditeur, donc l'IDE à la sauvegarde, etc., etc. Donc tout ça c'est fait. Le forwarding de port quand on me retrouve classiquement dans une image Docker, la possibilité de passer des arguments quand l'image Docker va démarrer. Et l'autre partie qui va être intéressante, c'est qu'on a aussi un cycle de vie sur un dev conteneur. Donc quand l'image Docker va être créée, va être buildée, donc là je vous en ai mis deux en avant. On va avoir par exemple le post create command ou le post start command. Le post create, c'est une fois qu'on aura téléchargé notre image Docker et la buildé la première fois et qu'on aura installé toutes nos features, ce qu'on a vu précédemment, je peux venir enrichir ça et ce sera fait qu'une seule fois. Ce sera fait au premier build de mon image Docker. Donc si à un moment donné je dois rejouer parce que j'ai modifié ce script-là, je dois rebuilder mon image Docker, mon dev conteneur. Et le post start command, c'est quelque chose qui va se lancer à chaque fois que je vais redémarrer mon dev conteneur. Donc généralement, ce qu'on va retrouver dedans, on va aller voir les scripts. Donc, vous voyez, sur la partie setup, c'est tout bête. Là, on va les charger, on va aller faire l'authentification à notre artifactory JFrog. Bon, ça, généralement, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas m'amuser à me réauthentifier à chaque fois que je redémarre mon dev conteneur. Donc, je le fais dans le post create command. Une fois que je build l'image, que toutes les features sont installées, je fais cette étape-là. C'est fait, ça fonctionne. Par contre, dans la partie start, ce qui peut être intéressant, c'est de bien vérifier que, par exemple, Java, Maven, Node sont installés, et puis d'installer mes dépendances. Donc dedans, à chaque fois, en théorie, si je reviens sur un projet, si vous êtes des bons développeurs, normalement, vous avez le réflexe de réinstaller vos dépendances. Je sais que en vrai, ce n'est pas le cas, mais voilà. Grâce au dev conteneur, vous êtes sûr qu'à chaque fois que vous allez récupérer une nouvelle branche d'un collègue ou que vous allez repull main, si des dépendances ont changé, à chaque fois, ça va être installé. Donc vous n'avez plus le fameux bug de je comprends pas, j'ai pris la branche de Régis et il me dit que la lib, elle n'est pas bonne. Ou alors, autre cas que vous pouvez avoir sur les gestions des dépendances, et là, vous êtes sûr à chaque fois que vous allez recompiler. Hop. Et donc, pour expliquer tout ça, c'est toujours pareil. Sur notre plateforme d'onboarding, on a ce qu'il faut. Et on a un petit lab que j'ai déjà ouvert. Et vous voyez, pour simplifier ça, donc en fait, ce que les gens doivent faire, donc là, j'ai pris l'exemple de Node.js parce que je connais moins Java, désolé pour les javaïstes dans la salle. Je vais zoomer un peu. Mais globalement, c'est quelques commandes à lancer. Et ça nous permet déjà d'avoir un dev conteneur prêt à l'emploi qu'ensuite je peux venir enrichir. Et on va voir ça tout de suite. Hop. Ouais, c'est d'abord celui-là. Donc là, on retrouve mon fameux fichier JSON avec les différentes features dont j'ai besoin, etc. Et on va aller regarder le Dockerfile. Le Dockerfile, ce que j'ai dedans, donc je vais zoomer aussi. Voilà, pardon.
Donc je suis venu retirer une image officielle de Microsoft, donc là le JavaScript Node 24, et dedans j'ai rajouté des règles pour ajouter le user au droit Docker, parce que sous Linux c'est toujours chiant de taper sudo pour pouvoir lancer une commande Docker. Donc je l'ai fait dans le dev conteneur. Et maintenant on va pouvoir lancer tout ça. Donc j'ai aussi un petit Docker Compose où là j'ai lancé une BDD Postgre. S'il vous plaît, copiez pas mes secrets parce qu'ils sont hyper importants. Et donc à chaque fois que je vais lancer mon dev conteneur, ce que je fais dedans, pour être sûr que ça marche, donc là c'est une application en Nest.js avec du Prisma, je vais venir faire ma migration Prisma et je vais venir faire mon seed pour peupler ma BDD. Donc pour lancer, vous pouvez accéder à l'outil rapide de VS Code. Donc là moi je vais ouvrir dans le container. Là c'est l'effet démo. Donc à mon avis mon Colima est foiré. S'il y a quelqu'un qui peut meubler, non je rigole, ça va, on va se débrouiller. Hop. Donc ça c'est la partie chiante du dev conteneur et de Docker, du coup, si le daemon il n'est pas lancé, ça marche pas. Voilà, vous avez la démo en live, c'était pas prévu, mais vous l'avez, c'est bonus. Et maintenant, j'espère que ça va aller. Donc vous voyez là, alors je suis désolé pour ceux qui sont loin, je ne vais pas pouvoir faire mieux, mais mon script, donc mon start.sh que je vous ai présenté, il est en train d'être joué. Donc là, vous voyez, il m'a réinstallé mes dépendances. J'ai déjà 21 vulnérabilités sur quelque chose que j'ai créé la semaine dernière. C'est magnifique, NPM. Et là, comme là, vous voyez, donc j'ai mon Prisma qui s'est lancé aussi, qui m'a fait mon site, qui m'a fait toute cette partie-là. Et donc là, maintenant, je vais pouvoir ouvrir un terminal. Je vais pouvoir démarrer mon application. On espère que je n'ai pas un autre effet démo et que tout est bon. Ouais, ça s'est lancé. Là, vous voyez, mon VS Code, il a détecté que j'avais quelque chose qui lançait. Pourtant, je suis sur le localhost 3000 de mon image Docker, donc c'est bien à part. Et pourtant, si j'ouvre mon navigateur, attendez, je vous zoome parce que je me suis quand même donné du mal. Voilà. Donc, moi, en tant que développeur, là, c'est-à-dire que si on m'avait pas dit que j'avais lancé un dev conteneur et que j'étais arrivé comme ça sur la machine, j'ai pas perdu mes habitudes de développement. J'ai mon IDE, je lance mon URL et ça fonctionne. Et ce qu'on a fait aussi pour aller plus loin, c'est, hop, je retrouve le bon, je rezoome, c'est que vous pouvez aussi créer votre propre image Docker pour votre dev conteneur. C'est ce qu'on a fait ici, c'est surtout là la ligne qui va nous intéresser. C'est que pour Kobe, donc c'est notre solution de micro front-end chez ADO, j'ai eu la chance il y a 2 ans de pouvoir le présenter au DevLille aussi avec Johan Reboulot. Mais bon, on a besoin d'un CLI pour pouvoir fonctionner sur Kobe. Donc là, je vais vous faire la démo rapidos. Bon, là, si je tape notre CLI, je crois que c'est double tiré. Ah ça marche pas, c'est pas installé. Encore un CLI installé. Et puis en plus, nous, on utilise Volt pour récupérer des secrets. Hop, je vais faire ça. Ah Volt, il n'est pas installé. Ouais, ça commence à faire beaucoup pour pouvoir travailler sur votre projet, les mecs. Hein. Bon, je vais rouvrir mon dev conteneur. Bon, forcément, j'ai pas été chercher des secrets dans Volt à la démo. Hein. Voilà. Mais là, c'est fait, c'est prêt. Hop, si je vous refais un terminal et que maintenant je veux travailler et que je refais la même chose, j'ai mon premier CLI et j'ai mon deuxième. Et donc j'ai rien installé sur mon poste. Donc là, si je dois contribuer au projet, j'arrive, je lance le dev conteneur, je peux travailler dessus. Pour vous montrer que ça marche aussi, parce que je me suis donné du mal pour faire le starter. Voilà, c'est tout pour la démo. Désolé si vous en vouliez plus, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, vous pouvez faire ce que vous voulez dans le dev conteneur, vous pouvez l'installer comme vous ferez avec votre poste. Bon, alors il peut y avoir quelques questions par rapport à ça. Si je suis dans un monorepo, comment je fais ? Soit, si votre monorepo, vous n'avez qu'une seule stack technique, vous faites un seul dev conteneur et vous avez tous vos microservices, votre front-end, votre back-end, ou plein d'autres choses. Faites un seul dev conteneur qui contiendra l'ensemble des technos. Même comme nous, si vous avez du Java et du Node.js, c'est encore maintenable. Par contre, attention, si vous avez des microservices en Python, en Java, en Node, en Rust, en Go, en je ne sais quoi, en WinDev, si vous aimez faire ça, ça commence à faire beaucoup à maintenir. Donc préférez peut-être une approche granulaire, où dans chacun de vos services, dans chacun de vos dossiers de cette architecture monorepo, vous aurez votre propre dev conteneur. Parce que des fois, je peux travailler sur le microservice A sans devoir lancer le front, sans devoir lancer le reste, ou potentiellement devoir les lancer en parallèle.
Donc là, c'est ce que je vous ai montré, je le remets là. Effectivement, vous pouvez enchaîner les features. Vous voyez, là, ici, j'en ai 3. Je ne vais pas vous dire c'est quoi le bon nombre de features à avoir dans un dev conteneur, c'est quoi le maximum, c'est quoi le minimum. Ça, c'est à vous de juger par rapport à la maintenabilité que vous voulez porter dans vos équipes. Les problématiques que vous pouvez avoir. Bon, bah, vous avez un front, vous avez une API, bah, vous lancez les deux. Alors, quand vous êtes sur votre poste local, ça marche puisque le localhost, il communique. Bon, par contre, les images Docker, ça ne marche pas comme ça. Ils ont chacun leur localhost. Du coup, pour ça, vous embêtez pas. Vous pouvez créer un Docker Network entre vos deux dev conteneurs, ça marche. Tout ce que vous pouvez faire avec Docker, vous pouvez le faire aussi avec un dev conteneur. Donc, toutes les problématiques que vous pouvez rencontrer de network, etc., vous pouvez le faire aussi. Puis après, il y a l'autre partie. Je vous ai montré le dev conteneur, c'est cool. Bon, si vous avez une stack avec 15 microservices, une BDD, un secret manager, un front, un back for front, une API, lancez pas tout en même temps parce que la machine, elle va un peu avoir du mal. Donc, si vous avez déjà, comme nous chez ADO, des environnements distants d'équipe sur lesquels vous pouvez déployer votre API, votre microservice et les contacter ou votre base de données, bah faites-le aussi. Ne lancez pas tout en local. Donc voilà, bah, j'ai déjà fait ma slide d'avant, mais c'est pas grave. Hop, donc le Docker Network, comme je vous disais par rapport aux problématiques et l'optimisation des environnements cloud, vous pouvez toujours le faire. Et sur cette partie qui est là, bah, si vous avez besoin des grosses ressources, comment on peut faire? Ben, vous pouvez déployer vos dev conteneurs sur des environnements Kubernetes, ça reste des images Docker. Sauf que là, bon, comme je vous ai dit, on ne va pas non plus se connecter en SSH dessus pour pouvoir développer avec Vim. Ben, vous avez des solutions qui existent. Donc vous avez par exemple le DevPod, qui est une solution open source qui vous permet de gérer vos dev conteneurs aussi bien en local que sur différents providers. Donc vous pouvez soit des providers déjà existants, soit votre propre provider. Et vous avez aussi GitHub Codespace, donc qui est disponible directement dans GitHub. Donc si vous avez accès dans votre entreprise, si vous avez un dev conteneur dans votre projet et que vous avez accès au bouton GitHub Codespace, ben, si vous appuyez dessus, il va vous lancer logiquement votre dev conteneur. Et du coup, nous, chez ADO, bah, comment on pense améliorer ça? Bah, truc tout bête, vous allez dire, Thomas, tu es bien gentil avec tes dev conteneurs, avec ton scripting, tu as dit que c'était chiant à maintenir, mais bon, les 2 fichiers bash que tu nous as montrés dans le dev conteneur, ça reste du scripting. Puis si en plus je dois aller m'amuser à tout le monde qui a récupéré le starter de dev conteneur à le mettre à jour, vu qu'on a plus de 2000 développeurs, bah, je sais comment je vais occuper mon année. Donc comme je vous ai présenté les features, bah, n'importe qui peut aussi créer sa propre features autour des dev conteneurs. Donc c'est quelque chose qui a été standardisé aussi par Microsoft. Donc vous pouvez créer vos features. Donc, nous par exemple, on imagine pourquoi pas créer une feature qui va nous permettre de gérer l'authentification aux différents providers qu'on a besoin chez ADO. On peut aussi imaginer une feature qui va nous permettre d'installer tous les CLI dont on a besoin. On peut aussi imaginer une feature qui va nous permettre d'installer tous les nouveaux outils par rapport à l'IA, etc. Justement, en parlant d'IA, bon, moi, je travaille aussi à côté sur aider au niveau de l'IA chez ADO et d'améliorer les workflows agentiques. Et à un moment donné, j'ai voulu créer un skills pour travailler sur notre design system. Donc, je suis content, je fais mon skills, etc. Puis, bien évidemment, j'ai surveillé scrupuleusement tout ce que mon agent a fait. C'est-à-dire que j'ai mis le -- bypass permission dessus. Et je lance l'évaluation de mon skill. Et bon, ça se fait bien. Et puis, je relance l'évaluation, mais sans mon skill. J'ai travaillé pour rien, j'ai le même résultat. Et puis là, je commence à regarder l'agent. Bah, l'agent, comme j'ai bien regardé, j'ai vu qu'il avait remonté de lui-même sur mon propre poste, donc sur mon pass /home, pour aller chercher les sources du design system auquel il n'avait pas accès. Et il m'a dit, bah, c'est bon, j'ai réussi, puisque de toute façon, j'ai été fouillé pour avoir les sources. Donc l'intérêt aussi du dev conteneur, c'est que ça va nous permettre de pouvoir évaluer nos différents skills ou nos différents workflows agentiques qu'on voudra avoir de l'IA dans des choses qui vont être confinées, sans accès directement à ce qui est sur le poste. Comme ça, on va éviter un peu la tricherie. Et du coup, je vous remercie de m'avoir écouté et je suis dispo pour des questions si vous en avez. On a un petit 10 minutes, si je ne me trompe pas.